C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatrième édition des conférences en ligne de l'EPSI, conférence midi, en ce mercredi 25 novembre 2020. Je suis Marie Desmartels et au nom du comité des conférences midi de l'EPSI, qui est composé de Lumna Darras, Caroline Dubé et Andréane Gagné, qui va être co-animatrice de cette séance. Alors, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Je précise que la conférence va être enregistrée et diffusée sous peu sur la chaîne YouTube de l'EPSI. Alors, aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Raphaëlle Batz, conservatrice de bibliothèque à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, communément appelée l'ENSIB. Elle est responsable des relations internationales, en plus de prendre part aux enseignements et à la recherche. Elle a soutenu en octobre 2019 sa thèse brillante de la participation à la mobilisation collective, la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique. C'était sous la direction de Denis Merklén et Feu Étienne Tassin. Raphaëlle Batz est également impliquée dans le projet IEP, International Advocacy Program, depuis 2016. Elle a piloté un groupe de travail sur l'agenda 2030 et les bibliothèques françaises entre 2017 et 2020. Et Mme Batz a aussi été la présidente de l'Association internationale francophone des bibliothèques et de la documentation entre 2017 et 2019. Et puis, depuis mars 2020, elle anime le séminaire Les bibliothèques en temps de crise, le cas du COVID-19, mieux connu sous le terme de séminaire hashtag BiblioCovid-19 depuis mars 2020. Alors, 2020 apparaît comme l'année de toutes les crises, tant elles s'entrecroisent et culminent, crise sanitaire à laquelle se surimpose les crises politiques, sociales, économiques, écologiques. Alors, notre conférencière aujourd'hui entend explorer la question de la responsabilité en bibliothèque en tant qu'institution publique culturelle dans une société en crise. Et le titre, c'est crise d'aujourd'hui, crise de demain, les bibliothèques face à de nouvelles responsabilités. Alors, merci encore, Raphaëlle Batz, d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce midi ou ce soir, parce que chez moi, c'est le soir. Et je remercie Marie et toute l'équipe pour cette invitation qui doit, je dois le dire, me stresse beaucoup. Et je préfère autant le dire tout de suite parce que j'ai annoncé quelque chose et puis j'ai finalement décidé de dévier un peu parce que j'essaye d'explorer une nouvelle approche de cette question de la crise dont je vais essayer de vous parler. Et du coup, c'est assez neuf pour moi. Et donc, je vais essayer de me livrer devant vous à une exploration de mes propres raisonnements. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis pas encore, je dirais, j'ai pas encore fait aboutir mes réflexions. Donc, on va dire que c'est un work in process, voilà. Et du coup, je me livre vraiment devant vous avec quelque chose qui est en train de se faire dans ma tête, quoi. Voilà. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ce sont à la base quelques réflexions sur ce que la situation, qu'on vit depuis, 8 mois, si on part du premier confinement, hein, ce que cette situation ouvre de perspectives pour les bibliothèques. Alors, pour réfléchir à cette question, je me suis appuyée sur mon travail de thèse de doctorat dont Marie vient de parler, que j'ai soutenu il y a 1 an et dans lequel j'essayais de comprendre les intentions qui menaient les bibliothécaires à proposer des actions participatives, à et avec, leur public. Ceci m'a amené à identifier 3 types de crises contre lesquelles ou dans la situation desquelles les bibliothécaires faisaient l'hypothèse que la participation serait un outil susceptible de leur permettre de continuer à mener leurs missions essentielles. Je suis sortie de cette thèse avec 2 convictions. D'abord que les bibliothèques étaient essentielles et ensuite que la participation était un outil utile, bien que non suffisant, mais qui ouvre de véritables opportunités pour les bibliothécaires de repenser leur action sur le monde. Et puis, quelques mois après, vint la pandémie. Et avec cette pandémie, son cortège d'interdictions, de distanciation physique, sociale, etc.
Donc voilà, j'ai soutenu en octobre et le 12 mars, on a été confinés en France. Et alors d'abord, il faut se remettre, d'une thèse de doctorat, donc j'étais peut-être encore dans une phase de sensibilité, aiguë, mais j'ai quand les bibliothèques ont fermé, je me suis vraiment demandé si je m'étais pas complètement fourvoyée avec, ma thèse et puis avec mes histoires de bibliothèques essentielles et de participation. Parce que, voilà une crise, qui appelle totalement à définir ce qui est indispensable et essentiel. Et qui, au premier abord et finalement, peut-être même au dernier parce qu'il y a peut-être eu une parenthèse enchantée lors, des 2 premiers mois de confinement, mais finalement cette crise, elle renvoie les individus et les institutions vers un chacun pour soi et pour sa vie et ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est pas du tout une critique, mais qui est peut-être assez éloigné finalement de ce que la participation, fabrique de citoyens actifs, si vous voulez, d'acteurs politiques. Un citoyen qui serait en représentation sur la scène politique de notre existence partagée en démocratie. Donc, si les bibliothécaires ont fait le choix du participatif pour sauver leur mission et si le participatif devient impossible, est-ce que ça veut dire que ces missions sont vouées à l'échec? Et j'irai même un peu plus loin, est-ce que ça a la moindre importance? De quoi est-ce que nous avons besoin, nous, citoyens, quand le monde vacille? Et si c'est de la bibliothèque, pourquoi? Alors pour réfléchir à ces questions, j'ai proposé à la communauté, professionnelle francophone de se joindre à moi pour un temps d'échange sur ces problèmes. C'est le séminaire dont a parlé Marie, séminaire qui s'appelle donc «Les bibliothèques en temps de crise, le cas du Covid-19». C'était avant qu'on décide de l'appeler la Covid-19. On a mené 7 rencontres depuis le 1er avril dernier. On l'a lancé en mars, la première rencontre a eu lieu le 1er avril, la dernière a eu lieu le 13 novembre. Et on a mené donc 7 rencontres et avant chaque rencontre, j'ai essayé de réfléchir à un aspect de ce que cette crise, interpelle dans notre manière de faire la bibliothèque aujourd'hui. Donc je suis partie de la bibliothèque, si vous voulez. Alors on a parlé, des besoins, de la bibliothèque, de son rôle en situation de pandémie, c'est-à-dire de quoi ont besoin les gens en situation de confinement, comment la bibliothèque peut y répondre. On a parlé d'espace public et d'hospitalité numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut repenser les espaces publics dans un monde numérique, on était encore en confinement. On a parlé du rôle social, tant, cette situation, de confinement comme celle d'ailleurs de la maladie et cetera, nous ramenait à l'idée que, il y avait des exclusions qui étaient, de plus en plus manifestes et qui empiraient avec la situation. Donc on a parlé de rôle social de la bibliothèque, de care, et de continuum de vulnérabilité. On a parlé de réouverture parce qu'à un moment donné, il a fallu réouvrir. On n'était pas prêt. On a parlé du monde de demain, on n'était pas prêt non plus. On a parlé de changement climatique et on a parlé des incertitudes et des convictions à l'heure où, l'information paraît, plus que jamais, questionnée. Ça, c'était en novembre, donc au lendemain des élections présidentielles américaines. En gros, on a fait une belle litanie, si vous voulez, de tout ce qui nous fait souci ou problème dans la société actuelle. Problèmes amplifiés par la situation sanitaire et ses conséquences économiques, sociales, politiques. Alors, dans l'intitulé de cette conférence, j'ai dit que je parlerais de crise. J'avais prévu de reprendre justement toutes les manifestations de cette crise Covid en une sorte de synthèse et vous proposer de penser la bibliothèque face à une crise qui a un impact sur l'espace public, sur le service public inclusif, sur le débat public, etc., etc. Je voulais vous proposer de penser la bibliothèque à partir des problèmes rencontrés, d'en observer les solutions trouvées par les bibliothécaires, à la fois pour assurer leur mission, dans ces conditions et puis peut-être pour résoudre ces problèmes. Carrément, allons-y. La bibliothèque, plus qu'utile, essentielle, indispensable en temps de crise. Alors d'abord, je pensais à Bertrand Calange. Pour ceux qui me connaissent et qui participent au à l'atelier, vous savez que je parle tout le temps de Bertrand Calange, c'est un philosophe, ça y est, je confonds tout, un bibliothécaire, français, qui est décédé en 2015, qui a longtemps travaillé à l'ENSIB en plusieurs périodes et puis à la Bibliothèque municipale de Lyon et qui a écrit un grand nombre, d'ouvrages et d'articles et de documents sur la bibliothéconomie. Et il y a un texte qui pour moi est fondamental qui s'appelle, «Qu'est-ce que la bibliothéconomie?» Alors pour Bertrand Calange, pour lui, le rôle de la bibliothèque, c'est d'identifier dans la société des anomalies de savoir et de proposer contre celles-ci des traitements qui vont être adaptés en matière de collection comme de service, hein, d'ailleurs. Il voit ça comme un grand tout. En fait, il voit les bibliothécaires un peu comme des médecins qui inventent et qui proposent des thérapeutiques individuelles, mais à effet collectif.
Par exemple, pour lui, un certain désengagement social et citoyen, peut être le symptôme d'une déficience d'accès et de partage de l'information, à laquelle la bibliothèque va répondre en améliorant pour chacun cet accès et cette possibilité de partager, par exemple en mettant en place des ateliers pour lutter contre l'illettrisme. Alors évidemment, cette approche en fait, la réponse à un problème rencontré dans la société, qui est très pragmatique, me fait aussi penser à un autre, heu, bibliothécaire et spécialiste de la bibliothéconomie que vous connaissez tous très bien à Montréal, qui est David Linkes, parce qu'il est venu chez vous, il y a 1 an, présenter ses travaux. Marie a participé à la traduction, voilà, puis c'est une star. Alors pour lui, vous le savez certainement, le rôle de la bibliothèque, c'est d'améliorer la société, par la connaissance et les conversations qui vont être entretenues, par les idées, les documents, les humains, et cetera. Alors lui, dans son cas, il voit les bibliothécaires comme des stewards et aujourd'hui, je pense qu'on dirait plutôt comme des soignants, tellement on utilise, ce mot, voilà, et qui ont pour objectif de faciliter la vie des individus, confrontés à des problèmes, hein, et d'en améliorer par là, l'expérience. Il donne dans un de ses livres un exemple en contexte hospitalier qui illustre parfaitement cette idée. Alors, il a été hospitalisé pour une maladie grave. Il se retrouve, après le passage du médecin, à faire des recherches sur Internet pour trouver des informations sur sa propre maladie. Et il se félicite à ce moment-là d'être un professionnel de l'information pour tout simplement réussir à trouver une info de qualité sur son propre état de santé. Euh, Tout en pointant le fait que tout le monde n'a pas un doctorat en sciences de l'information et en pointant qu'à l'étage du dessus, ou du dessous, je ne me rappelle plus, à l'étage pédiatrie, heu, toute annonce d'un diagnostic à une famille se fait en présence d'une bibliothécaire qui va ensuite chercher l'information nécessaire sous forme d'ouvrage pour les parents ou pour les enfants, pour comprendre la situation et les informations et lui de dire: «Bah, il faut ce même service à l'étage en dessous ou au-dessus», je ne sais plus, mais en gros chez les adultes. Ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est que dans les 2 cas, ces 2 auteurs constatent un problème. Il y a anomalie pour l'un, il y a déficit pour l'autre. Ah, je ne suis pas toute seule, hein, c'est le confinement. Puis c'est le soir, tout le monde revient, voilà. Pour, Calange, il y a une anomalie, c'est-à-dire un cas où la société ne fonctionne pas, elle n'assure plus son rôle inclusif, fédérateur. En d'autres termes, elle ne permet plus le vivre ensemble puisqu'elle ne parvient pas à faire revenir les exclus au sein du groupe social. Pour l'enquête, c'est différent, la société fonctionne, mais elle ne prend pas suffisamment soin des personnes, avec pour effet une même rupture, hein, de ce qui lie les personnes dans la société. Mais dans les 2 cas, ce qui active l'action bibliothéconomique, c'est l'identification d'une situation qui conduit brusquement ou insidieusement à une rupture de la possibilité de vivre ensemble. Alors c'est en partant avec cette idée d'identifier ces crises du vivre ensemble pour montrer comment agissent les bibliothécaires que j'ai réalisé que cette crise, celle que nous vivons actuellement, cette crise sanitaire et ce qui va avec elle, si elle prend une tournure particulière, là, avec la pandémie, notamment dans le fait qu'elle touche tout le monde, ce n'est pas une situation nouvelle pour plein d'humains qui ont connu une forme d'exil de la société. L'emprisonnement, la maladie, l'extrême pauvreté, les bouleversements culturels quand on migre, par exemple. Voilà. En d'autres termes, il me semble que la crise qui nous touche aujourd'hui n'est pas nouvelle en tant qu'expérience. Il me semble qu'elle est nouvelle en tant qu'expérience partagée. Et de me demander si, au fond, cette crise nous permettrait pas d'ouvrir les yeux sur d'autres manières d'habiter le monde. Et si ça ne nous amenait pas à définir autrement la bibliothéconomie et le métier bibliothécaire que comme une tentative de résoudre des problèmes, mais plutôt comme une tentative d'accompagner cette manière d'habiter le monde, ce qui n'est pas la même chose. Alors, parler d'habiter le monde, et je m'excuse parce que j'ai vraiment pas idée de combien de temps je vais parler. Si ça se trouve, je vais parler 15 minutes, j'en sais rien du tout, mais c'est pas grave, on aura du temps pour discuter, mais parce que c'est vraiment une exploration là, de ces réflexions, mais voilà. À peu près une demi-heure encore, Raphaël. Ouais, moi, je suis pas sûre de tenir une demi-heure, hein, mais on aura du temps pour discuter, mais Heu, parler d'habiter le monde, il me semble met directement l'individu dans un temps et un espace partagé. Alors un temps partagé parce qu'on n'habite pas un monde neuf. On habite un monde qui a un passé et qui aura un futur. On habite un monde qui est empreint de toutes les existences précédentes. Donna Haraway, dans un livre dont je vais beaucoup reparler, parle de temporalité verticale. Nous nous construisons sur le passé et le futur se construit sur nous.
et non pas après nous. C'est pas une temporalité linéaire comme ça, horizontale. Nous nous construisons sur le passé, le futur se construit sur nous et si bien que la responsabilité qui nous incombe, elle est double. Elle est à la fois de comprendre sur quoi nous reposons et d'avoir conscience de ce que nous laissons comme fondation pour les suivants. Vous aurez compris qu'ici, il ne s'agit pas seulement de l'état dans lequel on laisse le monde, ce qu'on entend souvent, mais dans quel état on laisse le monde pour les générations futures, etc. Mais il s'agit bien de l'état dans lequel on laisse aussi la manière dont on pense le monde, ce qui n'est pas la même chose. Or, sommes-nous capables d'entendre le récit de ce qui a participé à la construction de ces fondations sur lesquelles nous construisons le monde? Les critiques actuelles en France, contre, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, contre les études décoloniales, féministes, etc., et allons-y, les sciences sociales largement, me laissent penser que nous sommes très loin d'être capables d'entendre ces récits. Or, il me semble que le refus de l'écoute, c'est pas seulement un déni de passé, c'est pas non plus un déni de futur, c'est carrément un déni de présent. C'est un déni de présent parce qu'il signifie aussi que nous ne sommes pas prêts à entendre les voix de ceux et celles qui ont une autre expérience du monde, bien que simultanée. Et je le disais, c'est un temps partagé, mais ce sont aussi des espaces partagés, parce que nous n'habitons pas un monde seul. Nous l'habitons en tant qu'humains, avec d'autres humains. On l'habite aussi en tant qu'humains avec d'autres espèces. Et les autres humains, comme les autres espèces, expérimentent tout autant ce monde que nous le faisons. Il s'agit donc pas seulement de responsabilité vis-à-vis d'un monde qu'on laisserait, mais bien de légitimité aussi des différents récits qui peuvent se faire au présent, de la manière dont on habite aujourd'hui le monde. Voilà. Donna Haraway dit justement quelles sont les histoires que des temps humains et non humains charrient. Quelles histoires constituent et traversent notre façon de voir le monde. Et par histoire, on parle bien ici des récits, des narrations, de ces explorations du monde par le langage. Et certainement, comme ajouterait Linkès, par la conversation, en fait. Parce que c'est peut-être là que la bibliothèque peut jouer un rôle indispensable. Peut-être que notre rôle de prescripteur revient finalement à lâcher prise et à admettre que cette prescription ne prend de sens que dans une société que nous ne maîtrisons pas et dont nous ne sommes pas les seuls pourvoyeurs d'intelligibilité. C'est ce que d'ailleurs j'ai essayé de dire dans l'épisode 7 du séminaire dont je parlais, en disant que nous pourrions imaginer la bibliothèque non plus comme un lieu de savoir, mais comme un lieu d'ignorance, un lieu dans lequel on part à la découverte des possibilités de construction des modalités de vivre ensemble, mais en vérité à la découverte des multiples récits du fait d'habiter le monde. Et de même que les golems de Terry Pratchett ont besoin de mots pour pouvoir vivre, l'apport de la bibliothèque est peut-être d'abord celui-ci, celui du conteur qui offre des récits variés, multiples, susceptibles de nous inspirer. La bibliothèque municipale de Metz a fait il y a pas longtemps là une petite vidéo qui offre, à voir comment les habitants, sont ravis en fait du service de, click et récupère ou click et collecte ou et cetera comme vous voulez l'appeler, chacun, trouve sa petite traduction. Et donc ils disent aux gens: «Est-ce que vous pensez que la bibliothèque est essentielle?» C'est-à-dire que les gens en fait sont sortis de chez eux en plein confinement pour venir chercher des documents. Et les gens répondent: «Oui, mais moi j'ai absolument besoin de lire, j'ai besoin de culture, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de renouveler le stock des documents que nous avons, enfin des histoires que nous avons» et cetera. Et il me semble que ce qui est en jeu là, c'est pas seulement de répondre à ces besoins-là, mais attention, d'y répondre pour que nous puissions habiter le monde ensemble. C'est-à-dire d'offrir, justement des lectures, d'offrir des cultures, d'offrir des évasions dans l'ensemble des récits qu'on peut proposer. Il s'agit donc de rendre visibles ces récits et de manifester, et là je vais citer un passage d'un article de Laura Aristizabal Arango, qui dit que, on aurait donc besoin de rendre visible la multiplicité des pratiques collectives dans lesquelles des alliés rendent ensemble capables de répondre à une situation de destruction. Voilà. Au passage, Lankes disait la même chose à propos des bibliothèques de Ferguson, en disant que les bibliothèques ne se sont pas contentées de proposer un espace constructif au moment des émeutes. Elles ont ajouté de la profondeur à la compréhension du monde, elles ont donné à la communauté une chance de respirer, de faire son deuil, de réfléchir et ensuite d'agir et de s'exprimer. Il parle alors, David Linkes, de la participation de la bibliothèque à la fabrication d'un récit commun, d'un récit de la communauté. Alors, il me semble que si on s'intéresse à, cette, à ce rôle de la bibliothèque dans
la mise en visibilité des récits, il y a plusieurs manifestations à cela et j'aimerais en pointer trois. La première, c'est vis-à-vis des collections, dans l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les collections. Il me semble que l'enjeu principal de cette mise en récit, c'est d'abord d'être en situation de reconnaissance des récits qui existent. Donc de pouvoir reconnaître la légitimité des récits qui sont proposés. Pour avoir beaucoup travaillé sur les questions de participation, j'ai toujours été très étonnée du fait que dans les projets participatifs en bibliothèque, les produits documentaires participatifs sont rarement, voire jamais, voire vraiment jamais, euh, intégrés finalement à la collection de la bibliothèque. En d'autres termes, je prends un exemple, dans une des bibliothèques sur laquelle j'ai travaillé, il y a eu un travail collaboratif avec des associations et des habitants sur la construction d'une carte des mémoires lesbiennes et féministes de Lyon. Et donc les personnes sont venues, elles ont amené des documents qui ont été numérisés, elles ont construit une carte où on voyait où se passaient les choses, à quelle date, etc., etc. C'est un outil très, très précieux. C'est le récit des personnes qui ont fait l'histoire de Lyon sur ce plan de l'activisme féministe et lesbien. Ce qui s'est joué dans ce projet-là, c'est évidemment d'apprendre aux personnes de cette association et les autres personnes ce qui s'est passé. C'est évidemment d'apprendre aussi à utiliser des outils collaboratifs. C'est évidemment de pouvoir apprendre à mettre ces informations sur Internet. On y reviendra à propos de littératie communautaire, mais ce qui me semble tout à fait dommage, c'est qu'une fois l'atelier fini, cette carte a tout simplement disparu. Il n'y en a trace nulle part, ni sur le Facebook de l'événement, ni dans la bibliothèque, etc. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est un document qu'on pourrait considérer comme peut-être non fini. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de la finitude d'un récit, si vous voulez? Un récit de ce qui se passe, de ce qui est en train de se vivre, et notamment quand on habite le monde, c'est-à-dire quand on est au présent, un récit de ce qui est au présent, n'a-t-il de valeur qu'une fois qu'il est véritablement patrimonialisé, quoi? Et qu'est-ce que c'est que cette patrimonialisation dans ce cas-là? Il me semble dans ce cas-là qu'il y a une responsabilité de la bibliothèque, non pas tant d'ailleurs dans la définition du patrimoine que envers ce qui se transmet et porte, ce qui fait l'objet d'une patrimonialisation pour une communauté qui non seulement produit, mais qui a accès et en plus qui est capable d'entretenir l'objet de savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que la communauté qu'on fait venir pour faire cette carte, il y en a une autre communauté qui peut avoir besoin d'y avoir accès. Peut-être c'est la même communauté, peut-être c'est une autre communauté, peut-être que c'est la communauté de demain. Mais en plus, il y a une communauté qui est capable d'entretenir cet objet de savoir, parce qu'elle va la récupérer, parce qu'au fond, cet outil va devenir un bien commun. Donc c'est ce travail de patrimonialisation qui pose problème et qui, étant oublié par les bibliothèques, et là je vais revenir sur la notion d'habiter, mais j'essaye de développer, je vous ai dit, je suis en exploration des termes, mais j'essaye de développer le concept d'hospitalité documentaire pour la bibliothèque. Il me semble qu'il y a là un enjeu très fort, qui est celui de, si on veut accompagner la mise en récit de l'habitation du monde, mais aussi la visibilité des différents récits qui accompagnent le monde, il y a peut-être un travail de la bibliothèque à faire pour revoir quels sont les critères de légitimation de la mise en accès des différents produits documentaires. Et c'est ce que j'appelle l'hospitalité documentaire, c'est-à-dire quelle place on donne dans l'ensemble de nos collections à tout ça. Au passage, les bibliothèques sont tellement pas prêtes à ça qu'elles n'ont pas de catalogue unifié entre ce qui est dans la bibliothèque numérique, ce qui est dans la bibliothèque, je dirais, physique, ce qui est... alors, l'an dernier, je suis venue faire une conférence midi l'an dernier où j'ai parlé de quelque chose qui s'appelait « Avez-vous vu ma vidéo ?» et qui était justement sur toutes les captations des événements, par exemple celui-ci. Que va devenir cette vidéo? Est-ce qu'elle va aller sur le Facebook de l'EPSI, etc. Est-ce qu'elle va rejoindre le site web de la bibliothèque dans le fameux onglet qu'on connaît tous, qui est celui des vidéos de conférences?
Celui où on trouve jamais rien, puisqu'en fait, il y a eu 250 000 vidéos de conférences et il y a peut-être vaguement un moteur de recherche, et je ne parle pas de celui de, de Montréal, hein, je parle des bibliothèques en général, il y a vaguement un moteur de recherche où si on n'a pas mis bien Raphaël Batz, exactement comment ça s'appelle, jamais on la retrouvera. Bon, et l'ensemble de ces choses-là font que les bibliothèques sont de toute façon pas prêtes à une hospitalité documentaire, je dirais, de leurs propres ressources. Donc, alors, celle des gens qui n'ont pas une légitimité de fait parce que c'est passé par le tampon de l'édition, eh bien, ne passe pas en fait la possibilité d'une éditorialisation par les bibliothécaires. Cette hospitalité documentaire, moi j'ai travaillé, j'essaye d'y travailler à travers un projet de recherche qui s'appelle Placed, qui est fini, là, dans quelques semaines, c'est fini. Qui vise justement à proposer des plateformes, des interfaces qui permettent de circuler entre les récits, si vous voulez, les savoirs qui sont produits autour des événements qu'organisent les bibliothèques et les collections. Alors, par exemple, vous organisez une rencontre, une conférence autour de les oiseaux, voilà. Et comment est-ce que cette conférence sur les oiseaux va discuter, va entretenir un nouveau récit avec les collections qui sont proposées dans la bibliothèque et les collections d'un point de vue physique. Voilà. Alors, vous vous doutez bien qu'en ce moment, toute expérimentation sur la bibliothèque physique est quelque peu gênée. La dernière salve d'expérimentation qu'on devait faire sur Play, c'est à nouveau annulé. J'en profite pour vous dire que nous sommes responsables de tous les confinements en France, puisqu'à chaque fois qu'on installe Placed, le confinement est décrété 2 jours après. Donc, je sais, c'est notre faute. Je m'excuse totalement, en tout cas pour toutes les bibliothèques françaises. Et quoi qu'il en soit, voilà, nous sommes arrivés au point où on va passer à une nouvelle phase d'expérimentation, mais dans Placed, il y a vraiment cette idée d'expérimenter cette hospitalité documentaire et de voir comment en fait les savoirs que produisent les gens dans les événements qu'on organise dans la bibliothèque peuvent entretenir une conversation, pour reprendre Linkès, avec les savoirs qui sont légitimés, je dirais, d'office par le tampon de la voie habituelle de l'édition. Donc voilà déjà un premier élément peut-être de réflexion sur cette question d'habiter le monde et comment la bibliothèque peut l'accompagner. La deuxième chose dont je voulais parler, alors c'est une chose pareille, là je suis en totale expérimentation, et c'est tout à fait lié. C'est si je parle de reconnaissance, là j'ai parlé plutôt de l'aspect de la bibliothèque qui légitime, mais avant ça, au fond, il y a la question de à qui on donne la parole. Qui est-ce qui va parler? Qui sont ces personnes ou ces groupes, ces communautés qui vont pouvoir occuper l'espace public d'une certaine manière. Habiter le monde, c'est aussi occuper l'espace public. Et c'est la question finalement de la visibilité. Excusez-moi. Il me semble que la bibliothèque a un travail important en lien avec ce que je viens de dire. Le fait d'être hospitalier, le fait de dire vous habitez le monde, vous allez habiter aussi la bibliothèque, c'est une institution culturelle qui a l'image du monde, voilà. Habitez-nous, quoi. C'est ça l'hospitalité documentaire. Revient aussi à accepter de donner visibilité à, d'exposer, si vous voulez. Et cette exposition, en fait, elle pose tout un tas de questions. En fait, on expose qui? On expose quoi? Et là, on n'est plus seulement sur la légitimité des critères d'un produit documentaire qui est de qualité, etc., mais aussi de ce dont on veut parler. Alors, ça me rappelle des tas de débats qu'il y a eu autour de la neutralité des bibliothèques et qui continue à y avoir, et auxquels je ne vais pas proposer de solution ici, hein, d'abord parce que je continue à réfléchir, puis ensuite parce que je ne saurais vraiment pas me positionner là-dessus. À la fois, vous vous rappelez, c'était en 2017 certainement, vous vous rappelez certainement, c'était en 2017, les bibliothèques américaines, au sein de l'AILA, il y a eu des grands conflits, je dirais, des échanges un peu durs sur la question de la neutralité de la bibliothèque. Et un des points de départ excusez-moi, de cette discussion, c'était le fait que des bibliothèques avaient perdu leur procès, alors devant je ne sais quelle cour, parce qu'elles avaient empêché des groupes identitaires suprémacistes blancs de faire des interventions dans la bibliothèque, de louer des salles, de prendre des salles pour faire des événements. Et il y avait une bibliothèque qui avait dit ben non, nous on ne veut pas, c'est conflictuel, ça va amener
du bazar en gros dans la bibliothèque et puis bon, soyons clairs, on n'est pas trop pour en fait ce que vous dites, quoi. À quoi évidemment, elles ont perdu. On est aux États-Unis, la liberté d'expression est reine, tout à fait, de manière différente qu'en France. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe, chez vous, mais c'est des conditions, tout à fait différentes de la France et elles ont perdu, leur procès et du coup, se poser la question aux États-Unis de: «Mais en fait, est-ce qu'on peut continuer à être neutre là? Est-ce qu'on peut, dans les conditions actuelles, continuer de dire: "Bon, bah, c'est comme ça en fait la liberté d'expression, tout le monde doit pouvoir venir à la bibliothèque et présenter, sa vision du monde quoi, sa manière d'habiter le monde"?» C'est-à-dire que si on dit qu'en fait on partage, une vision du enfin il existe différentes réalités, c'est ce que j'ai dit dans le dernier épisode du séminaire. S'il existe différentes réalités, est-ce qu'il y a des, manières en fait de ne plus, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on ne peut refuser en fait? Des représentations du monde qu'on peut refuser? À ça, il y a plusieurs choses à répondre, il me semble. La première chose, c'est, que ceux qui, peut-être que toutes les réalités doivent être représentées. Le problème, c'est est-ce qu'elles ont toutes voix au chapitre? Est-ce que véritablement toutes les réalités, est-ce que véritablement toutes les communautés ont une visibilité, ont des espaces dans lesquels elles peuvent exprimer leur vision du monde? Moi, je pense, beaucoup parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est, toutes les communautés autochtones, d'Alaska ou du Grand Nord, canadien, qui, expérimentent des rapports à ce que nous on appellerait la nature et au fait d'habiter le monde et de l'habiter aussi avec des animaux, de manière, tout à fait, différente de ce que nous on peut vivre, aussi bien, chez vous à Montréal que moi à Lyon, hein. Et ça je pense que ces communautés-là n'ont tout simplement, pas d'espace, mais pas non plus, je dirais le paradigme informationnel qui amène à ce que ces personnes puissent, confronter, en fait, leur vision du monde, leur réalité à celle d'autres personnes. Donc peut-être que là aussi, c'est un rôle de la bibliothèque qui va être double, qui est le premier qui va être celui de pouvoir, organiser le débat et en organisant le débat, ça veut dire comment on crée du débat, sans pour autant, se retrouver à faire du relativisme basique, hein, sur toutes les idées? Comment est-ce qu'on va, permettre en fait, créer des espaces en fait, d'échange et oui, de représentation des réalités? Alors, je vais pas trop continuer parce que j'aurais plein de choses à vous dire là-dessus, mais voilà, c'est vraiment des petites touches que je vous donne. J'ai écrit d'autres trucs, par rapport à ça, il y a pas très longtemps que je pourrais vous faire passer. Mais il y a cette question du débat et puis il y a bien sûr l'autre question qui est celle de l'accompagnement, des, communautés, pour, acquérir alors, moi je vais parler de littératie communautaire et Marie, me corrigera peut-être parce que la manière dont je le conçois moi dans ma tête est peut-être pas du tout celle qu'on utilise, celle dont on conçoit cette notion-là, quand on parle de littératie communautaire. Ça fait pas longtemps que j'entends parler de ça moi, et c'est, par ailleurs, quelque chose dont on parle pas du tout en France. D'abord parce que le mot communauté est absolument interdit en France, donc déjà c'est réglé comme ça. Donc en vrai, en France, on se saisit plutôt de la notion de droit culturel. Donc on commence à peine à vraiment, s'en saisir en bibliothèque. Il me semble que ça peut être une entrée, mais donc cette notion de littératie communautaire, il me semble que c'est, peut-être accompagner des communautés à pouvoir, trouver leur visibilité, à donner écho, je dirais, à leur conception du monde, à leur épistémologie et d'autant plus parce qu'elles sont moins exposées, parce qu'elles sont moins médiatisées, parce qu'elles sont moins audibles. Quand je parle d'être audible, c'est parce que je fais référence à on parle de visibilité, vous connaissez le travail de Rosanne Vallon sur le parlement des invisibles, sur le fait qu'il faut donner de la visibilité aux gens qui sont invisibles, notamment des médias et cetera, tous ceux dont on ne parle pas et notamment on n'en parle pas parce qu'en fait les récits qu'ils font de la construction du monde sur lequel nous reposons ne nous conviennent pas. Voilà. Quand je dis «nous», je veux dire les autres, mais bon, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Hem mais c'est pas seulement une question de visibilité, c'est une question aussi d'audibilité et il y a, des textes vraiment forts de Guillaume Leblanc, qui est un philosophe français, sur le parlement des inaudibles. C'est pas seulement qu'ils sont invisibles, c'est qu'on n'entend pas, on ne comprend pas ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent d'un autre
rapport au monde, d'une autre manière d'habiter le monde. Actuellement, il y a tout un tas de ce qu'on appelle des écosophes, vous savez, que ce soit Donna Haraway, que ce soit Bruno Latour, que ce soit Vinciane Després, qui travaillent, ou Bastien Morisot, et cetera. Et puis ma préférée, ben voilà, Natacha Martin Natacha Martin, vraiment tout un travail sur, comment est-ce on des communautés, que ce soit animales ou humaines, habitent le monde et peuvent, livrer des récits, d'un autre rapport à la manière dont on construit, et on se construit sur des récits. Donc, voilà, tout ça, ça fait écho aussi à l'hospitalité documentaire, il me semble, et au fait que, voilà, la bibliothèque a certainement un rôle à jouer, à la fois d'un point de vue littératie, voilà, et puis à la fois d'un point de vue, je dirais, accessibilité, tout simplement. Voilà, comment on donne accès, catalogage quoi, tout simplement. Le bon vieux retour du catalogage, mais du catalogage de tout, voilà. Tout ça évidemment, repose sur, l'idée que, la bibliothèque, elle est productrice, de biens communs. Et de biens communs dont il s'agit, donc comme je disais tout à l'heure, d'accepter aussi de se défaire et d'admettre qu'ils ont une vie hors de la bibliothèque, dont on doit pouvoir récupérer et faire vivre autrement dans des, réseaux de construction de narration qui ne sont pas celles de la bibliothèque. Parce que, il y a d'autres intelligibilités, que celles que nous produisons. C'en est une parmi d'autres. Alors je voudrais revenir sur autre chose et qui est le troisième point. Tout à l'heure quand j'ai cité, Arango, j'ai parlé de destruction. Et quand j'ai parlé de Lynx, je parlais de son il parlait des émeutes, d'accord? De ces crises qui sont vraiment des basculements, politiques, voilà. Je voulais dire quelque chose, c'est que habiter le monde, c'est habiter le trouble, en fait. Habiter, j'ai parlé de soucis, j'ai parlé de problèmes, c'est, aussi admettre qu'on habite un monde troublé. Haraway dit que, en fait, on hérite pas seulement d'histoires, on hérite d'histoires qui sont complexes et qu'il nous faut assumer que non seulement nous y sommes, mais encore que nous en sommes de ces histoires complexes. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'être dans le trouble, c'est d'abord, bah, on est dans le trouble parce qu'on vit des situations paradoxales, mais on est aussi le trouble. Et c'est là où ça peut être intéressant pour la bibliothèque, c'est qu'il me semble que en donnant écho à toutes ces, voix invisibles, à toutes ces voix invisibles, les voix inaudibles, et cetera, ces personnes invisibles, en suscitant des débats, en suscitant, des nouveaux parcours de récits, des nouveaux, parcours dans, nos ignorances en fait, de ce qui construit notre monde, donner la possibilité de construire des récits, c'est aussi susciter de nouveaux troubles parce que ça suscite des nouvelles modalités d'analyse de la manière dont on va vivre le monde. Ça suscite de nouvelles histoires et toute nouvelle histoire, en fait, elle crée du trouble. Hem, En fait, Arango dit: «Habiter le trouble, c'est accepter la précarité des gestes, des récits, des pratiques de soins et de réhabilitation déployées pour composer avec les ruines». Alors désolée, mais je parle de ruines et cetera. Je Ce que je veux dire par là, c'est que dans tout ce qui nous semble mis en péril, c'est-à-dire que, on va pas se leurrer, je veux dire, le monde va mal. Mais la question, c'est pas de se dire, qu'est-ce qu'on va créer pour que le monde aille bien demain? La question, c'est comment on vit dans ce monde-là, aujourd'hui? Et comment, en fait, ce qu'on déploie sur ces ruines nous permet de construire et d'obtenir de nouvelles fondations pour le monde de demain? C'est cette présence au monde, en fait, qui nous intéresse. Et alors là, j'ai envie de dire qu'au fond, la bibliothèque, si elle est dans le trouble et pour le trouble, au fond, elle est subversive ou elle n'est pas. C'est dans l'ensemble des récits qu'elle va mettre en commun, c'est dans l'ensemble des récits qu'elle va proposer, c'est dans l'ensemble des récits qu'elle va éclairer, qu'alors elle va créer cette subversion, cette possibilité de déviation, cet événement, ou alors elle est inutile. Et sur cette question de avons-nous besoin de la bibliothèque aujourd'hui? La bibliothèque, là, on vient d'apprendre par le président Macron hier que la bibliothèque va réouvrir, les bibliothèques vont réouvrir samedi. Eh bien, je pense, oui, c'est indispensable que la bibliothèque ouvre, parce qu'on a besoin de ces récits. Mais on en a besoin à condition que les bibliothèques assument, et assument totalement, qu'elles vont être dans le trouble, qu'elles vont être dans le conflit, qu'elles vont être dans une société qui ne permet plus aujourd'hui d'admettre une neutralité qui serait une neutralité face au monde, en fait. C'est plus possible. Cette neutralité, c'est celle peut-être de dire on met en rapport des histoires différentes, des conceptions différentes du monde. Mais la neutralité, ça ne peut pas être un retrait face à ce qu'on vit dans le monde.
Alors pour conclure, je vais juste dire une dernière petite phrase, c'est qu'il me semble qu'en transmettant ces récits, en acceptant finalement tout ce qui fait l'incertitude, le conflit, la dissension, bah, la bibliothèque peut entendre faire ce que je pourrais appeler de la démocratie narrative. C'est-à-dire qu'elle va à la fois, si vous voulez, démocratiser l'expression des récits singuliers, ben, et donner la possibilité pour le peuple d'agir par le langage et la narration et la construction, voilà, par le langage, si vous voulez, c'est ce que je disais sur la visibilité. C'est aussi la narration, la construction d'un récit commun. C'est aussi l'accès et la possible réappropriation de ces récits singuliers par toute la communauté. Et en gros, c'est un récit commun sur lequel la démocratie peut se construire. Dans ma tête, j'avais dit, la démocratie peut se construire demain. Et là, maintenant, je me dis, non, en fait, c'est comme ça que la démocratie peut se construire aujourd'hui. Et du coup, peut-être demain. Voilà. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Raphaël. C'était très inspirant. Puis comment dire, oui, il y a un appel, il y a un défi aussi là-dedans. Je pense qu'il y a un défi qui est lancé aux bibliothèques, aux bibliothécaires aussi, peut-être surtout. Et puis, mais avant de continuer, je voulais quand même rappeler ceci. J'ai oublié de dire, c'est important de le dire, enfin, c'est important pour moi de le dire, que oui, tu as été aussi nommé bibliothécaire de l'année 2020 en France. C'est pas rien. Tu sais, Merci. c'est quand même extraordinaire. Et puis, c'est super de t'avoir avec nous dans Je le... préférerais être avec vous, hein, pour de vrai. Ben, écoute, avec nous. Dans le contexte de, de ce prix-là. Alors, oui, je te remercie d'autant plus parce que tu dois être très sollicité à la suite depuis cette annonce. Alors, ben, maintenant, on va passer à la période de questions. Je vous inviterai, si vous avez des questions, soit à lever la main et puis à Je vois prendre qu'il y a une. Pardon. la parole directement. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Oui, Jean-Michel Lapointe. oui, Oui, c'est bien ce texte-là, effectivement, de Bertrand Calange, qui s'appelle Peut-on définir la bibliothéconomie dans le BBF, qui est un texte qui est accessible en ligne. Vous pouvez y avoir accès sans problème OK. sur le site du BBF. OK. Je suis sûre que Jean-Michel va trouver une autre question aussi. C'est trop dur, hein, comme je dis, j'explore. Oui, mais c'était super intéressant. S'il n'y a pas de questions qui se manifestent, moi, j'en aurais une ou deux pour toi. Alors, en fait, c'est déjà sur le concept de crise lui-même. Et puis, oui, c'est ça. Assez récemment, il y a eu un appel à proposition de la Revue canadienne de bibliothéconomie universitaire et qui annonçait un numéro sur la question de la crise. Et puis, dans l'appel, on soulignait le caractère constitutif de l'état de crise en bibliothéconomie, comme si la profession vivait un peu intubée, tu sais, en quelque sorte, grâce à une culture de la crise qui l'amène à entretenir des narrations de crise, bon, en lien avec la résilience aujourd'hui, en lien avec l'austérité, en invoquant des opportunités dans la crise pour être plus efficace, plus innovant, plus ceci, plus cela, mais souvent avec moins, évidemment. Et puis, on notait aussi que la culture de la crise capitalisait sur les insécurités et les peurs professionnelles pour mieux cautionner des initiatives ou des projets qui font souvent des bibliothèques les alliés objectifs du capital, de l'impératif de développement économique et puis aussi de la reproduction de l'ordre social, même si ça peut paraître un peu paradoxal. Alors, face à ces injonctions-là, bien, on revendiquait la possibilité de résister au discours de la crise, puis ça venait notamment d'auteurs issus des études autochtones, pour créer des narrations qui se fondent essentiellement sur des référents tels que la justice sociale, la justice climatique, etc. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis comment tu répondrais à cette critique de l'appel à la crise?
Bah, alors d'abord, moi je suis, complètement d'accord avec le fait qu'il s'agit de résister et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que, hem d'ailleurs, j'ai parlé de certains des chercheurs qui travaillent sur les peuples autochtones, hein, parce qu'il y a vraiment, là-dedans dans ces études-là, des choses à penser et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de m'éloigner, en fait, du concept de problème. Alors que pour les gens qui me suivent un peu, notamment toi qui as bien suivi, ma thèse, tu sais que je pose beaucoup de choses sur cette, démarche qui est celle d'identifier des problèmes, d'y répondre et cetera, de faire une enquête et cetera. Et le fait d'avoir une approche comme ça pragmatique en fait, hein, par, le problème, l'enquête, la résolution et cetera, hem, m'a peut-être amené à un moment donné à penser que la crise est jamais qu'un problème auquel il faut répondre. Voilà et ce sur quoi je suis en train ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui en tout cas, c'est que, je pense qu'il faut absolument s'extraire de ça aujourd'hui, parce que, effectivement, ça nous fait oublier, ce qui a déjà été vécu, ce qui est déjà fait. C'est-à-dire en d'autres termes, il y a c'est ce que j'ai essayé de dire à un moment donné très rapidement, mais, hem, on tout le monde a l'air de faire l'expérience là de l'enfermement, comme si c'était une expérience nouvelle, qui n'avait jamais été vécue avant. Et alors on dit: «Mais c'est la première fois qu'il y a une telle pandémie». Oui, mais ça ne veut pas dire que l'expérience d'enfermement n'a jamais été vécue. L'expérience collective d'enfermement et cetera, en temps de pandémie n'a peut-être pas été vécue, encore que ça se discute quoi, mais mais l'expérience d'enfermement et d'éloignement, de la société dans des conditions qui peuvent être tout au les mêmes, c'est-à-dire où on te demande une distanciation sociale, où il y a une distanciation physique et cetera, elles sont vécues par d'autres gens. L'autre jour, je regardais un truc sur, des peuples autochtones qui habitent sur un coin, de banquise en gros, où, les personnes, vont dans la ville la plus proche parce que la glace, permet de traverser tout le temps. Et ces personnes, en fait, depuis quelque temps, elles peuvent plus traverser. Tout simplement parce qu'il y a plus de glace. Et donc elles se retrouvent complètement isolées sur une île, de glace. Mais c'est un complet changement total, de façon de vivre. Déjà parce que le fait qu'il y ait plus de glace, il y a plus certains animaux et cetera, mais simplement elles n'ont même plus de relations possibles physiques. C'est une distanciation physique totale avec la ville la plus proche. Et ces expériences-là, on les regarde un peu comme genre Thalassa, quoi, alors que ce sont des expériences, des manières d'habiter le monde qui devraient nous permettre de se dire comment ces personnes résistent, qu'est-ce qu'elles inventent, qu'est-ce qu'elles créent, et est-ce qu'on est obligé de recréer un pont pour aller à la ville, ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut se créer sur ce territoire-là? Donc moi, je suis complètement d'accord que justement, il faut, observer, tout ça, discuter, échanger, donner de la voix à ces expériences-là. Non pas pour, dire que c'est la bonne expérience, hein. Il ne s'agit pas du tout de sanctifier, toutes les expériences, je dirais, non occidentales en gros, hein. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit, plutôt d'essayer de voir qu'il y a d'autres manières, du coup d'être au monde et de penser, aussi les informations, hein, dans notre cas, et de voir comment on peut résister à la situation. Mais ça veut dire aussi être dans le présent et pas être dans le demain. Ça veut dire être comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui et pas seulement se dire, «Qu'est-ce que je peux inventer pour que demain soit sauvé?» Alors c'est ce qu'on retrouve aussi dans la notion de résilience, hein, dont tu parles. Effectivement, l'idée qu'au fond, il s'agit de se demander comment on continue à vivre et pas seulement, de se dire, «Qu'est-ce que je pourrais bien inventer comme technique qui ferait que demain on va résoudre le problème du climat?» Ah bah, faut arrêter avec ça, hein, on va pas le résoudre en fait là. Voilà. Donc plutôt comment on vit aujourd'hui, sachant que le aujourd'hui c'est pas aujourd'hui 25, novembre, on est d'accord, c'est un certain nombre d'années. Donc oui, je pense qu'effectivement, il faut faire tout ce travail, et cette réflexion que j'avais sur les récits, il me semble que, elle rentre dans cette idée qu'en entendant d'autres récits, on peut comme ça s'imposer un peu aussi à toutes ces injonctions, capitalistes notamment et cetera, qui nous mènent à penser que, le mieux est à venir, qu'il faut donc, je sais pas, mettre de l'argent là-dedans, que les bibliothèques doivent absolument réagir. Il y a pas très longtemps, alors j'ai eu ce prix du bibliothécaire de l'année, de la bibliothécaire de l'année, et juste après, les bibliothèques donc c'est encore une fois, c'est de ma faute, le pays a été confiné. Donc le lendemain et des collègues m'ont écrit en me disant: «Ouais, mais toi, tu peux pas dire quelque chose aux médias pour dire que ça va pas du tout, il faut que les bibliothèques, ouvrent». Et en fait, j'ai dit: «Non, parce que je suis pas convaincue moi qu'elles doivent ouvrir là». Je suis pas convaincue, je j'ai pas les éléments là, tout de suite là pour dire, dans une situation telle que celle qu'on vivait au 28 octobre, il y a absolument besoin que la bibliothèque soit ouverte dans les services qu'elle propose aujourd'hui. C'est-à-dire que si on doit résister, c'est aussi en changeant
de manière de représenter le monde. C'est pas juste en disant bah, comme ça les gens ils peuvent venir et faire leurs devoirs dans la bibliothèque. C'est important, mais c'est pas tout. Donc je pense qu'il faut faire gaffe aussi à ce qu'on n'utilise pas la bibliothèque pour tout et pour rien, et notamment sur les questions sociales. C'est hyper important que la bibliothèque soit là pour que, je sais pas moi, les SDF puissent venir à la bibliothèque. Mais enfin, je suis désolée, le vrai problème, c'est qu'il y a des SDF, quoi. C'est pas évidemment qu'il faut que la bibliothèque soit ouverte, mais c'est pas nous qui allons résoudre le problème. La bibliothèque n'est pas une résolution de problème. La bibliothèque, elle peut juste traiter les choses en termes de savoir et d'ignorance. Mais si on ne résiste pas, alors ça veut dire qu'on ne s'oppose pas au fait qu'il y a quand même des problèmes d'exclusion dans cette société qui ne vont pas s'arranger juste parce que les bibliothécaires sont gentils, en fait. Il faut être un peu plus méchant, là, quand même, quelque part. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire, mais attendez, moi, je ne travaille pas là-dessus toute seule. Je veux bien travailler sur l'accueil des SDF à condition que je travaille avec tel service et tel service de la ville et qu'on ait une stratégie globale. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'en fait, on existe, nous, les bibliothèques, on va ouvrir les bibliothèques parce qu'il n'y a pas d'espace pour ces gens. C'est pas la bibliothèque, ça. Dernièrement, il y a un prof de fac qui a dit en France, là, ouvrez les bibliothèques universitaires, c'est pas possible. Bon, écoutez, ce que je fais, moi, c'est que je suis prof, mais je vais venir, je vais tenir la bibliothèque. Et il y a une bibliothécaire qui lui a dit, mais tu vas faire quoi au juste? Parce que tu n'es pas bibliothécaire, que je sache. Tu vas faire quoi? Elle a dit, mais c'est bon, je vais juste ouvrir la bibliothèque et comme ça, ils pourront venir travailler, les étudiants. Et elle a répondu, bah, t'as qu'à ouvrir la cafétéria alors. Et donc, ça, en fait, moi, je pense qu'il faut que la bibliothèque soit ouverte. Je pense qu'il faut des endroits pour travailler. Est-ce que pour autant, ça justifie entièrement l'existence de la bibliothèque? Et c'est ça le problème, en fait. C'est que tant qu'on continue à vivre sur ces crises comme si elles justifiaient que la bibliothèque existe sur des choses qui sont finalement faussées, on en oublie de penser ce qui fait vraiment le caractère indispensable aujourd'hui des savoirs et des parcours d'ignorance dans la société. Et c'est dangereux, en fait. Je pense que c'est dangereux. Je m'énerve un peu, désolée, mais je pense vraiment que c'est dangereux. Ben, merci, merci Raphaël. Je fais bref, oui, je jette un coup d'œil rapidement pour voir s'il y a eu d'autres questions. Sinon, j'aurais peut-être une dernière question s'il n'y a personne d'autre qui se manifeste. En fait, là, ça serait peut-être davantage sur la question de la responsabilité. Et puis, oui, du rôle de la responsabilité dans l'action, dans son rapport avec l'agir, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour concevoir un passage à l'action au-delà d'un impératif catégorique ou d'une capacité à décider ou à opérationnaliser quelque chose? Quel type de rapport à l'autre, humain ou non humain, là, parce qu'on maintenant, on inclut les deux voies. Quelles émotions devraient s'ajouter pour mobiliser les corps dans l'engagement? Quelles compétences, selon toi, il faut aussi convoquer pour réussir donc, ce passage à l'action? Puis peut-être que la piste de l'hospitalité que tu as évoquée tout à l'heure serait une voie à explorer là, par rapport à ça. Alors, bon, j'ai un premier axe de réponse, mais que tu connais bien, hein, c'est tout ce qui va autour des questions éthiques, et notamment de l'éthique du care, qui est peut-être, je dirais, l'expérience sensible la plus pertinente là aujourd'hui, en fait, pour se mettre dans une situation où on va être à l'écoute et à l'attention, en fait, de ce qui est vécu. Mais en prenant garde à ne pas être dans la situation du soignant que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qui fixe les choses, quoi. Vous voyez, qui met un peu de voilà, qui arrive avec une certaine, qui arrive avec un coussin pour que tout simplement on ait le dos mieux ajusté sur son lit d'hôpital, quoi. Il faut prendre attention à ça. Il faut aussi qu'on soit en mesure de travailler ça avec les personnes qui sont les premières concernées. Mais il faut, je pense aussi, se soucier, dans ce cas-là, de ne jamais oublier que le continuum de vulnérabilité dont on parle, hein, dans l'éthique du care, nous intègre nous aussi là-dedans. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus important. C'est-à-dire que ce qui me paraît le plus important dans l'éthique du care, comme ce qui me paraît le plus important dans la question d'habiter le monde, c'est que nous, on l'habite aussi.
et qu'il y a un risque toujours à ce que la bibliothèque et que les institutions culturelles, pour finir sur finalement ce que j'avais annoncé, que les institutions publiques culturelles se vivent hors du monde, hors du temps, hors de l'espace, quoi. Comme dans un espèce de monde qui serait justement inventé, celui auquel on aspire finalement. Et qui du coup est toujours confronté à la crise parce qu'on n'y arrive jamais, quoi. Donc, je pense que l'éthique du Caire et l'éthique en général, tu parlais tout à l'heure de justice sociale, justice climatique, forcément, c'est complètement dans l'idée. Hem, heu, c'est une compétence sur laquelle on devrait faire travailler les bibliothécaires, ça c'est certain. En tout cas, de voir comment ces notions-là, on peut s'en saisir en tant que bibliothécaire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, toi comme moi, on a exploré des choses sur l'évaluation. Est-ce qu'on peut construire des outils d'évaluation, qui, seraient, basés sur l'éthique du Caire? Comment on le ferait? C'est-à-dire, quelle forme ça leur donnerait? Qu'est-ce qu'on peut produire comme outil? Moi, il y a autre chose que je rajouterais, c'est la notion d'intention. Alors, qui est aussi, hein, bien sûr, dans le Caire, mais il me semble être, en général dans la notion dans la question éthique, c'est, de vraiment revenir toujours, je dirais, à cette base-là, que le bibliothécaire, il doit pas seulement trouver comment, il doit trouver aussi pourquoi. C'est-à-dire, cet engagement se manifeste par des actions. Ce ne sont pas les actions qui, a posteriori, manifestent des engagements. Voilà. Et il me semble, pour ça, encore vous, au Canada, vous avez cet outil génial que tu m'as fait découvrir d'ailleurs, qui est l'audit d'inclusion du Conseil des bibliothèques urbaines canadiennes, que moi j'adore pour un truc, c'est parce qu'il a, je crois, 13 questions, dont 9 qui sont relatives à l'intention. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est d'un courage et d'un fait d'assumer sa responsabilité qui est hyper important. Et donc voilà, j'ennuie toujours tout le monde avec l'intention, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui se joue là. Donc c'est revenir donc à ces questions de care et donc ce qui va avec, l'empathie, l'écoute, etc. C'est la question, voilà, de l'intention et puis, je crois qu'il faut sortir de la bibliothèque, tout simplement. Alors je le dis souvent, je l'ai écrit à plusieurs endroits, tu le sais, mais moi je ne crois pas dans la bibliothèque participative, j'ai jamais cru. C'est bien pour ça que j'ai écrit 400 pages sur la bibliothèque et la participation, parce que je crois dans autre chose, je crois dans la bibliothèque participante. Je crois que la bibliothèque doit participer à ce qui se passe et pas inventer des formes participatives où les gens viendraient faire des trucs ensemble parce que voilà. Évidemment, on en a besoin, etc. Mais on a aussi besoin que la bibliothèque elle soit utile à la société dans les lieux où elle est en train de se construire, même si c'est des lieux qui peuvent paraître anecdotiques comme ça, mais c'est dans des lieux et dans des espaces-temps, si vous voulez, dans lesquels il se passe un événement qui nécessite du savoir. Voilà. Et la bibliothèque, elle n'est pas là pour dire vous avez besoin de ce savoir-là, elle est là pour dire bah moi j'ai un espace de savoir, c'est la bibliothèque de Terry Pratchett, quoi, celle à laquelle on circule avec une pelote de laine parce que sinon on se perd dans l'espace B. Et ben c'est cette bibliothèque-là, on a besoin en fait de gens qui savent à peu près comment les choses sont organisées, qui savent s'y repérer et qui peuvent accompagner les gens là-dedans. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que outre les nouvelles compétences, il faut aussi qu'on en revienne aux anciennes, et les anciennes étant la place qu'on donne aux collections et aux documents dans la bibliothèque. Et ça, voilà, moi je suis super vieux jeu là-dessus, mais je crois que l'avenir, c'est la collection quand même, hein, vraiment. Ouais, c'est super. Ben, écoute, Raphaël, je te remercie infiniment pour ta Merci. présence aujourd'hui avec nous. Et puis, oui, c'est ça, on aura sûrement l'occasion de reprendre cette conversation-là. Je vais remercier aussi tout le monde qui ont été présents avec nous. Et puis, je vais vous donner rendez-vous, en fait, dans 2 semaines, où là, on va avoir les regards sur la recherche à l'EPSI. Ça va être une conférence éclair avec 6 profs et chercheurs de l'EPSI le jeudi 10 décembre prochain, à la même heure. Donc, ben, merci encore, Raphaël, et puis au Merci. plaisir Merci beaucoup. de t'entendre. Et puis, au revoir tout le monde et portez-vous bien. Merci à tous et toutes. Et puis si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Je suis joignable. Je continue à réfléchir, donc je n'aurai pas forcément de réponse, mais je suis joignable. Très bien. Merci. Merci. Bye. Tu coupes Oui, l'enregistrement? oui, c'est